Complétons cette analyse avec la dimension macroéconomique tournée vers les émergents. C'est la spécialité d'Irina Topasseri qui est à mes côtés en plateau, économiste chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Bon. La question pour une économiste comme vous aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on réfléchit aux perspectives 2024 qu'il va falloir mettre sur le papier pour les clients et pour le débat, pour la discussion également, Irina. Et quand on parle des émergents, évidemment, l'éléphant dans la pièce reste la Chine, qui aura été une économie décevante au quasi-terme de cette année 2023. On a du mal à avoir des signaux de redémarrage francs et massifs. Est-ce que ce sont néanmoins des espoirs qu'on peut avoir pour 2024 ? Oui, je pense qu'on peut commencer à formuler un peu d'espoir pour l'économie chinoise qui a été largement décevante en fait en début de sortie de pandémie. On l'attendait un peu au goût des autres économies et elle n'a pas connu cet engouement. Donc il y a un vrai sujet de confiance, de manque de confiance du consommateur chinois avant tout. Et en face de ça, vous avez un secteur immobilier qui est dans une situation absolument atone et dont les pouvoirs publics, on se demande s'ils veulent réellement sortir de là ou bien ils veulent plutôt gérer cette lente nettoyage en fait, purge. Du secteur. Mais oui, cette purge. Et donc, c'est autant une question de volonté. Politique, j'entends. Bien sûr, parce que c'est politiquement qu'on a causé en plus cette situation, qu'on s'est attaqué au secteur de propriété, de l'immobilier. Ouais. Et donc, maintenant, le marché a commencé à se questionner s'il y a la capacité de le faire. Je pense que les capacités existent et on commence à voir les premiers signaux. Et c'est ces premiers signaux-là qui devrait nous permettre d'entrevoir une année 2024 un peu meilleure que 2023. En séquentiel, ça doit s'améliorer. Non, mais c'est important, parce que... En séquentiel, on devrait avoir une accélération de la croissance économique trimestriellement. Donc, je pense que, par exemple, la moyenne 2023 devrait être autour de 1,1% par trimestre. Et on devrait s'imaginer à 1,4% par trimestre. D'accord. Alors, les moyennes annuelles ne vont pas nous raconter la même chose, parce qu'on a effectivement une baisse, une croissance moindre en 2024. Mais enfin bon, toute proportion gardée, c'est quand même une Chine un peu mieux, mais pas non plus une traction très forte de l'économie chinoise pour le reste du monde et pour le reste des pays émergents. Donc, et vous dites ça, Irina, c'est le reflet d'un débat politique qu'on peut imaginer intense au plus haut niveau de l'appareil d'État chinois. L'idée qu'il faut purger quand même cette bulle immobilière et que si on se met à soutenir trop fortement l'immobilier, ce serait se dédire par rapport à cet objectif qu'on s'est fixé pour certains. Je suis convaincu donc de leur bien fondé de purge nécessaire pour garantir une stabilité financière à moyen long terme. Et je pense que tout le monde là les rejoint. Je pense que là où les gens ont des inquiétudes, c'est le risque de se tromper dans l'ajustement de cette gestion de crise. Mais bon, ils sont quand même présents. Et je pense qu'une autre chose à rajouter, c'est quand même une forte idéologie au sein du parti, au sein de l'administration chinoise, qu'il ne faut pas soutenir coûte que coûte. En fait, eux, ils n'aiment pas du tout ce concept. Le whatever it takes, c'est pas dans leur culture. Ils pensent que c'est pas du tout ce qui devrait les ressortir de là. Donc, ils ont une vue sur la prospérité commune, comment ils veulent gérer. Mais la relance keynésienne, c'est plus leur truc, quoi. Non, pas du tout. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que derrière les prévisions des économistes, il n'y a pas des fortes convictions, parce qu'en fait, on sent bien qu'en fait, ils vont venir pas à pas. Et ils vont voir, ça marche, bon, ok, on avance un petit peu. Donc, il n'y a pas on jette on soudoie un peu tout le monde, on sort par le haut. En fait, c'est pas ça qu'ils entrevoient. Donc, on est tous un peu en train de suivre chaque mesure qui est prise. Effectivement, il y en a eu pas mal là en fin d'année qui vont devoir aider justement 2024. Donc, tant mieux. Mais c'est du micromanagement. Mais c'est du micromanagement, effectivement. Donc, on n'aura pas une Chine qui vient nous poser un cadre très facile pour les émergents dans leur ensemble pour 2024. Ce qui peut marquer, là aussi, au terme de cette année 2023, quand on regarde la dimension relation Chine-États-Unis, c'est que 2023 a été quand même une année de dialogue, entre guillemets, Irina. Non, mais par rapport à une situation conflictuelle, tendue, frictionnelle. Mais on a vu Anthony Blinken aller sur place, secrétaire d'État américain, discuter au plus haut niveau avec ses homologues chinois. Janet Yellen y est allée également.
également. Et là, on attaque une semaine de sommet de la PEC en Californie, à San Francisco, avec des rencontres au plus haut niveau, jusqu'à une rencontre attendue ce mercredi entre Joe Biden et Xi Jinping. Effectivement, donc on a une rencontre prévue mercredi, on verra ce qui en sort. On voit déjà des premiers signaux je dirais, soft, positif du vu de la Chine, où il parle du Boeing, d'essayer de réchauffer. Sur le Boeing 737 MAX, c'est ça, il était interdit en Chine après les accidents, et ils sont en train d'enlever la contrainte. Là. Tout à fait, donc il me semble que c'est une façon de la Chine de poser un geste de bonne volonté. Exactement, une geste de bonne volonté, probablement en attendant quelque chose en retour aussi, donc on verra un peu comment ça se passe, mais je pense que l'événement clé pour ces relations-là va être quand même les élections américaines l'année prochaine, et je pense que s'il y en a une élection importante pour les pays émergents l'année prochaine, ça va être quand même l'élection américaine. Oui, tout à fait. Parce que effectivement, et là, je pense que généralement le consensus est de s'attendre à ce que s'il y a poursuite, donc si Biden préserve son poste, on est à peu près dans cette connaissance de cause de nos relations, qui sont pas trop froides, mais pas trop chaudes, mais somme toute assez compréhensibles. Mais là, le gros risque, c'est si jamais il y a un retour, surtout de Trump au pouvoir. Et là, on imagine bien qu'il doit y avoir quand même quelque chose qui ne va pas aller dans le sens de la Chine quand même. Ouais. Les élections à Taïwan se déroulent le 13 janvier prochain. Il y a un calendrier incroyable quand même de séquences électorales, notamment pour les émergents historiques. Vous dites, c'est ça. On n'a pas vu une concentration, une telle concentration de tours de vote et d'élections dans la sphère émergente. Là, c'est vraiment tous les mois, on en a plein. Effectivement, on démarre par le Taïwan. Peut-être que Taïwan ne va pas être une élection locale qui va avoir peut-être même pas un fort impact, mais enfin, elle va être regardée de manière géopolitique. Et c'est peut-être celle qui est géopolitiquement parlant va être la plus importante, avec celle des États-Unis un peu en fin d'année. Et après, on en aura plein. Donc l'Inde, l'Indonésie, en Asie, on a même des élections qui peut-être paraissent moins importantes après les élections turques présidentielles, mais on a les élections locales, mais qui ont leur importance pour détricoter la situation en Turquie. On a pas mal de pays en Amérique latine. Bon, on a même ce week-end... En ce moment, l'Argentine. Donc, on aura pas mal... Brésil, je crois qu'on revote... Non, on a le Mexique. C'est le Mexique, pardon. C'est le Mexique avec... là, encore une fois, c'est assez intéressant. Et pourquoi on va être très attentif? Parce que venant jusqu'en 2023, post-Covid, on a quand même parlé pas mal de l'exceptionnalisme américain, mais il faut quand même rajouter à ça une résilience des pays émergents, mis à part la Chine, qui a été assez exceptionnelle. Et derrière tout ça, il y a quand même eu beaucoup d'efforts fiscaux. En fait, beaucoup de pays ont quand même soutenu, et certains, même par exemple l'Asie, ils ont soutenu le mouvement de désinflation. Donc, ils ont servi en quelque part les banques centrales en mettant des verrous sur certains prix, en administrant ici et là. Et donc maintenant, on arrive à un point où on se demande si, le stimulus fiscal doit arriver quand même à un point de fin. En tout cas, on imagine une légère consolidation. Et donc, quelque part, les gouvernements attendent aussi des banques centrales le retour du bâton avec des baisses de taux à venir. Mais ce qu'on commence à observer, et on a commencé à observer mais ça. Bien sûr. Et donc, on était assez ravis. Au Brésil, ça a commencé, par exemple. Au Chili, il y a plein en Pologne, enfin, il y a plein d'économies, en Hongrie, enfin, il y a plein de baisses de taux qui ont commencé à se passer. Mais on sent, avec la crispation dont tu parlais tout à l'heure, qu'on commence à avoir déjà une vague de froid sur les banques centrales émergentes qui se disent attention. Est-ce que je baisse trop tôt? Est-ce que je dois cadencer un tout petit peu? D'abord parce qu'il faut jauger par rapport à ce que la Réserve fédérale va en faire. Parce que tu me posais la question au départ, comment on aborde... Comment on réfléchit? Oui. Est-ce qu'on doit d'abord regarder les taux longs américains? Bien sûr. Première des données, mais aussi le dollar. Et donc, effectivement, on a du mal à imaginer 2024-2025, en tout cas, 2020, n'allons pas si loin. D'ores et déjà, on imagine mal un dollar qui s'affaiblira de manière considérable. Et donc, on est quand même dans un environnement où peut-être, au niveau des taux, on va avoir une détente, mais les conditions financières vont se tendre, en fait, par rapport à l'existence d'un dollar. Il y a une pression dollar qui continuera de s'exercer sur la sphère émergente. Les banques centrales, elles doivent quand même, au-delà de l'inflation, elles doivent gérer aussi les mouvements de capitaux qui peuvent être engendrés par ce dollar fort, et donc leur yield, comment dire, le rendement, le taux, va jouer un énorme rôle. L'écart de taux. Donc ils vont probablement être contraints de ce côté-là aussi. Donc vous allez avoir des politiques fiscales normales
normalement qui devraient être contraintes, des politiques monétaires un peu contraintes aussi. Ouais. Donc en fait, c'est là où il faut voir qui là-dedans peut encore mener des économies en amélioration ou pas. Beaucoup d'investisseurs ou d'analystes dans les émergents ont rapporté ici que beaucoup de ces banques centrales, je pense par exemple au Brésil, ont énormément gagné en crédibilité quand même dans ces 2-3 dernières années. Dans le pilotage monétaire qu'elles ont eu, j'allais dire en anticipation de ce qu'allait faire la Fed notamment, c'est des banques centrales qu'on citait comme fragiles il y a 10 ans, qui sont aujourd'hui... Oui, non mais vraiment, et c'est pour ça... Qui ont level up, quoi. Tout à fait, donc je pense qu'elles ont toutes gagné sur leur pilotage, la manière leur communication, donc tout est très bien. Non, mais c'est important. Et ça se lit normalement dans les anticipations d'inflation, donc tout ça c'est gagné. Et c'est très important parce que vous savez, quand on parle de higher for longer, moi je préfère dire high for long parce que si je vois higher, je commence à avoir peur parce que si je m'imagine la Fed... C'est encore plus haut, higher. Là, pour mes... Ça veut dire qu'on continue de monter, higher. Pour mes pauvres petits émergents, je ne peux pas. Donc je préfère dire high for long, mais high for long nous ramène quand même dans la période 95-97, voire 98, donc ça a été une longue période. Et ça, c'est pas une belle référence pour les pays émergents, mais au grand changement que tu mentionnes tout à l'heure, qui est quand même... Ils ont fait des efforts. Structurellement, ils sont moins fragiles. Structurellement, leurs banques centrales ne sont pas pareilles. Leurs systèmes de change sont flexibles. On était en surchauffe avant 97. Pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc, on peut tout à fait survivre à cette période sans avoir donc la récurrence des crises qu'on a connues dans cette période-là, et notamment grâce aux banques centrales qui sont quand même largement beaucoup plus, leurs institutions sont beaucoup plus aptes à mener le combat de front. Ah oui, la crédibilité pour une banque centrale, c'est quand même l'asset, l'actif le plus précieux. On en parle pour la Fed, pour la BCE, mais du point de vue des banques centrales émergentes, là, c'est plutôt un actif qui a gagné en valeur. Tout à fait. Ces dernières années. Merci beaucoup, Irina. Irina Topasseri qui est avec nous pour nous aider à réfléchir autour des économies émergentes pour 2024. Oui, il y a de la réflexion, il y a de la matière à réfléchir avec la dimension économique et une dimension politique qui sera majeure également pour toute la sphère émergente au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Irina Topasseri, économiste senior chez AXA IM qui nous accompagnait pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.